Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler, de pain. On va parler beaucoup de glucides, hein, de pain, de céréales, même de beauté par rapport à la consommation de glucides. Un truc intéressant. Et restez bien jusqu'à la fin du podcast, parce que je vais vous donner mon petit retour sur une semaine de travail debout. Et vous savez que je travaille dans un bureau, puisque j'ai un travail de bureau, là, c'est, une semaine de travail debout. J'ai envie de vous donner mon retour. Alors quand je dis je travaille dans un bureau, je suis à mon compte, hein, mais j'ai un travail derrière un écran d'ordinateur et on en parlera à la fin. Allez, le premier sujet du podcast, c'est un pain qui serait millénaire. Donc, c'est un pain qui a été retrouvé, le pain PAIN, hein, qui a été retrouvé dans un coin reculé de Turquie. Et les archéologues ont mis au jour, comme ils disent, ce morceau de pain, une miche de pain vieille de 8600 ans. Donc, celui-là, je sais pas si on peut encore faire du pain perdu avec, mais il a été étonnamment bien préservé et cette trouvaille, la plus ancienne de son genre, jette un éclairage inédit sur les habitudes alimentaires de nos ancêtres néolithiques. Donc le pain découvert dans un ancien four affiche une composition riche en orge, en blé et en pois, révélant les prémices de l'art boulanger. Ouais, enfin aujourd'hui, je pense pas qu'il y a beaucoup de pois et d'orge dans le pain. Donc sa conservation exceptionnelle est due à une couche d'argile et curieusement, le pain n'a jamais été cuit. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur les méthodes de cuisson et la vie quotidienne de l'époque. Et surtout, moi, ce que ça me dit, c'est que c'était relativement... alors, ils le disent dans l'article, hein, relativement pauvre en gluten, mais c'est toujours pourquoi ça me semblait intéressant parce que on avait là un pain légèrement plus protéiné que celui qu'on a aujourd'hui, enfin, par les ingrédients qu'on voit, hein, hormis les protéines du gluten, puisqu'ils disent qu'il y en avait moins. Et ça, c'est normal puisque la présence du gluten plus concentré aujourd'hui, c'est tout simplement ça partait d'une bonne intention à la base, puisque c'était je sais pas, début du XXe siècle, je crois, quand il y a eu les croisements génétiques des variétés de blé pour qu'ils puissent résister aux intempéries, au climat, etc., de manière justement à pouvoir avoir des récoltes plus fructueuses et nourrir tout le monde. Donc ça partait d'une bonne intention, ça partait de l'intention d'éviter les famines et de pouvoir nourrir à grande échelle. La problématique, c'est que ces mutations génétiques au niveau du blé ont aussi augmenté la teneur en gluten et donc des personnes qui pouvaient être non sensibles au vieux pain se mettent à être sensibles au pain moderne. Donc je fais le raccourci, hein. Je parle même pas de blé, je parle de pain. Et j'avais envie d'en parler parce que très souvent, on a l'impression que le pain, c'est quelque chose qui date du XXe, voire XXIe siècle pour les plus jeunes. Le pain est beaucoup plus vieux que ce que l'on pense. Il y a beaucoup de personnes pour qui, avant le XXe siècle, c'était l'ère paléo, on mangeait que des légumes, de la viande et tout, ce qui est faux, hein. La nourriture à foison comme on a aujourd'hui, avec des frigos, avec des placards, avec des méthodes de conservation X ou Y, des supermarchés et tout, ça c'est moderne. Donc le fait d'avoir des calories disponibles facilement, c'est quelque chose de récent. Donc on a le choix de tout un tas de choses, et même aujourd'hui pour les personnes qui ont un budget restreint en période d'inflation, ce qui est le cas de quasiment tout le monde. Tout le monde a pris une claque, hein, sur le budget course. On a quand même accès à des calories. Pour un moindre coût, on peut avoir d'ailleurs, moins c'est cher, plus c'est de la merde. De la merde dans le sens où ce qui est abordable, c'est souvent ce qui est presque pas comestible, on va dire, pour la physiologie humaine, quoi, on va dire. Mais bon, moi, ce que ça m'a fait penser à une chose parce que j'ai acheté de la farine de blé ancienne. Donc, c'est-à-dire qu'on peut acheter des farines de blé anciens. Et ces blés anciens, ce sont des variétés qui datent souvent d'avant ces croisements
génétiques et multiples. Alors effectivement, vous trouverez cette farine plus chère, mais moi qui ai une certaine sensibilité au gluten, quand je dis une certaine sensibilité, c'est que si j'en mange trop, je me sens pas bien, j'ai le ventre qui ballonne un petit peu, voilà, je sens une forme d'inconfort et ça, je peux le ressentir parce que j'ai fait beaucoup de d'éviction, puis réinsertion et cetera et donc j'ai pu bien identifier les aliments qui me posaient problème. Je peux vous dire qu'avec cette farine-là, c'est moins le cas. Donc il y a quand même un effet de dose, relativement, significatif, en tout cas dans mon cas, hein. C'est toujours important de préciser ça puisque on se fait rapidement attaquer après. Donc si vous voulez refaire ce pain, alors j'ai pas les ratios. Est-ce que les ratios, il est donné dans l'article complet? Je vais essayer de voir si on a le ratio pour que vous puissiez refaire la recette à l'exacte recette. Mmh, j'ai pas le ratio. J'ai pas le ratio exact. C'est dommage. Mmh, non, désolé, je n'ai pas le ratio exact. Mais bon, vous savez que c'est de la farine de pois, de la farine d'orge, enfin de l'orge, du pois et du blé, et ça donnait un pain certainement plus fibreux, avec une teneur en fibres plus élevée, par rapport au pain, actuel, parce que déjà la farine n'était pas raffinée et plus protéiné aussi certainement. Voilà pour cette, actualité dont j'avais envie de vous parler. Alors on est vraiment sur le thème du sucre et des glucides, hein, puisque le deuxième sujet, ce sont les céréales enrichies pour les enfants. Est-ce que ce sont des bonbons, oui ou non? Alors avant de démarrer ce sujet, si vous souffrez de crise de boulimie ou d'hyperphagie ou tout autre, symptôme comme ça heu, de suralimentation en mode frénésie, c'est, quelque chose que j'ai largement développé ce week-end. On en a parlé sans parler de restrictions alimentaires. C'est-à-dire que je vous ai donné des outils justement pour limiter, diminuer ces crises, sans vous parler de vous priver et tout ça. Donc ce sont des méthodes qui ont été très étudiées, qui sont utilisées en thérapie d'ailleurs. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'elles sont également disponibles au grand public et donc voilà, l'information, le but c'est qu'elle circule et j'avais envie de vous la partager également. Donc allez voir si vous avez parfois, je sais pas moi, des moments où vous êtes pas capable de vous arrêter de manger tel ou tel aliment ou durant la journée, vous avez des périodes où que ça soit, durant la journée ou durant la soirée d'ailleurs, des moments où l'alimentation est plus du tout, soumise à un raisonnement, rationnel, mais plutôt émotionnel, allez voir, le lien que je vous ai mis dans les notes de cette émission, parce que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'outils. Voilà. Donc, on revient à ces fameuses céréales. Alors, il y a eu une polémique il y a pas longtemps là, il y a je sais pas si c'est un peu plus d'une semaine, le PDG de Kellogg's avait dit dans une émission, qu'en période d'inflation, une des bonnes réponses, qu'il pouvait donner, c'était, de recommander aux gens, je crois, de prendre des céréales le soir parce que, les céréales étant pas chères, les céréales de petit déjeuner, ça permettait d'avoir, une solution, contre l'inflation. Ce qui n'est pas idiot en fait, hein, de donner comme ça, de dire: «Vous pouvez manger ça, ça coûte moins cher». Il a le droit de le faire. Les gens ont le droit de manger et de l'écouter, mais on a aussi le droit de pas l'écouter, on a aussi le droit de pas manger ça. En fait, ça aurait très bien pu être le vendeur de pommes de terre, parce que les pommes de terre, c'est à peu près 1,50 € le kilo. Donc ça aurait très bien pu être le discours du PDG de Monsieur Patate, qui dit, ben voilà, les patates sont pas chères, mangez des pommes de terre, 1,50 € le kilo tous les soirs. On aurait pu avoir tout un tas de choses comme ça et moi, si on m'avait demandé de choisir personnellement, j'aurais choisi les pommes de terre. C'est qu'un choix personnel plutôt que les céréales, pour tout un tas de raisons et j'ai fait un large article sur mon site, fin de semaine dernière, pour expliquer ça justement avec des arguments, heu, voilà, et qui m'ont conduit à prendre cette décision de ne pas consommer des céréales sucrées au petit déjeuner et ni au dîner d'ailleurs. Donc l'industrie des céréales pour enfants, donc ça c'est un article de Nutrition Fact, hein, tout ce dont je parle est sourcé, vous les retrouverez dans les notes de cette émission, hein. Donc là, je cite un article de Nutrition Fact qui dit: «L'industrie des céréales pour enfants se retrouve au centre d'un débat. Ces produits, souvent très sucrés, sont-ils de simples bonbons déguisés?
Donc selon le site, dont je viens de parler là, Nutrition Fact, ces céréales, bien que fortifiées en vitamines, ne seraient qu'un stratagème marketing pour masquer leur haute teneur en sucre. Les enfants consommant ces céréales reçoivent plus de 20% de leurs calories quotidiennes de sucre ajouté, plaçant les céréales juste derrière les boissons sucrées et les confiseries dans le régime alimentaire des jeunes. Donc les géants comme Kellogg's et General Mills défendent leurs produits, arguant que les céréales représentent une part relativement petite du sucre consommé par les enfants. Cependant, Consumer Reports, donc tout ça c'est américain, hein, révèle que les enfants servent souvent 50% de céréales en plus que les portions recommandées. Alors, ça c'est facile, hein, les portions recommandées sur le paquet, c'est 30 grammes. 30 grammes, essayez de voir ce que ça représente en pesant, c'est ridicule. Et un bol plein, c'est 70, 80, voire 100 grammes. Et c'est plus fréquemment ce que l'on fait quand on sert un bol de céréales. Donc, ingérant ainsi une quantité de sucre alarmante, en réponse, l'industrie évoque la défense de Mary Poppins, suggérant que le sucre aide à rendre leurs céréales plus attrayantes, malgré les critiques accusant ces produits d'être de véritables aliments ultra transformés. Alors oui, parce qu'en fait, dans l'article, il disait aussi, oui, mais il y a peut-être du sucre dans nos céréales, mais si vous dites aux enfants de ne pas manger des céréales, ils mangent rien parce que grâce au sucre, au moins ils prennent un petit déjeuner. Ce qui est un peu léger comme défense, mais chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Les industriels ne sont pas là, ils n'ont pas dans leur contrat de mettre leurs clients en bonne santé. Ça n'est pas dans leur contrat. Voilà. Et si vous voulez que ça le soit, il faut changer la loi, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors, faut savoir que l'OMS, par exemple, dit il faut tenter de pas dépasser les 25 grammes de sucre par jour. Donc de sucre ajouté. Et sachez une chose, c'est que si vous prenez un bol plein de céréales sucrées, vous avez déjà ça. Puisque 100 grammes, il y a à peu près entre 20 et 25 grammes de sucre. Donc vous êtes déjà dans la limite. Donc c'est-à-dire que dans tout le reste de la journée, donc déjà la limite ne veut pas dire que c'est obligatoire. Ça c'est important de le savoir aussi parce qu'il y a des gens qui font pas la différence entre essayer de ne pas dépasser et il y a aucune obligation en fait. Aucune obligation. Si vous voulez le dépasser, vous pouvez très bien, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa santé, mais on n'est pas obligé de consommer du sucre ajouté. Ça c'est quelque chose que je l'entends nulle part, mais vous n'avez aucune obligation d'ajouter du sucre dans votre diète. Il n'y a pas de taux minimum de sucre ajouté à avoir en fait. Ça n'existe pas parce que si ça existait, pour la survie, je ne serais pas là pour en parler, vous ne serez pas là pour m'écouter. Parce que le sucre ajouté n'existait pas il y a quelques siècles en arrière, quoi. Donc on avait peut-être une alimentation composée de fruits, de légumes, de viande, etc. Mais le sucre en tant que tel ajouté n'existait pas. Donc ça montre bien que l'être humain peut survivre sans et que ça n'est pas un besoin fondamental. Voilà. Donc ça, faut faire attention au discours, faut être capable de lire entre les lignes. Il y a peut-être un apport à ne pas dépasser, mais cet apport n'est pas, n'est pas nécessaire à votre survie. Voilà. Bon, l'idée derrière ça, je sais pas ce que ça peut dire. Sur Twitter, il y en a qui disaient par exemple, est-ce que désolé, j'ai reçu un texto. Est-ce que ce PDG donne des céréales sucrées à ses enfants pour le dîner? Bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas voulu prendre cette voie-là. J'ai préféré, dans mon article que vous pouvez aller voir sur mon site, heu, développer, expliquer les effets du sucre et tout, mais surtout d'aller plus loin et de donner des vraies solutions. Et dans l'article que j'ai pondu pour vous la semaine dernière, je vous ai mis également 3 ou 4 solutions anti-inflation pour le dîner, de manière à avoir des choses plus saines et plus équilibrées pour le dîner à moindre coût, parce que c'est ça quoi. D'essayer d'avoir des repas qui coûtent pas une blinde quoi, parce qu'aujourd'hui celui qui veut se manger, je suis allé la semaine dernière à la boucherie. J'aime bien parler un peu de ma vie privée aussi de temps en temps parce que ça donne un petit peu d'image au podcast, un petit peu de réalité dans les épisodes. Je suis allé à la boucherie la semaine dernière parce que comme vous le savez, j'ai déménagé, donc je suis allé voir la boucherie du coin et je me suis dit tiens, je vais aller chercher pour ma compagne, elle aime bien manger un bon morceau enfin pas un bon morceau de viande rouge, un bon steak haché du boucher de temps en temps. Je vais lui faire plaisir, je vais prendre 4 steaks hachés.
Comme ça, j'en aurai 2 pour le midi et puis elle en aura un, elle, parce qu'elle en mange un et moi 2. Donc j'ai pris ça et j'ai pris un petit peu de choux à choucroute, donc de choux, fermentés. Vous savez, plein de probiotiques, il en vendait un petit peu en barquette là, donc de manière, fait maison quoi, enfin, fait du boucher. Donc j'ai pris une petite barquette, j'ai pris 500 grammes de choux à choucroute. Donc il y a que le chou, hein, fermenté, il y a pas les lardons, il y a pas la pomme de terre ni rien, il y a que le chou. J'ai pris 4 steaks hachés, donc c'était des steaks hachés qui devaient faire 125 grammes au moins, ou même voire 150 même. J'en ai eu pour 15 €. J'en ai eu pour 100 francs, quoi, pour ceux qui savent encore compter, faire cette distinction-là. Heu, alors effectivement, j'étais chez le boucher, c'est pas excessif par rapport au prix moyen actuel, mais faisons 100 francs pour un repas et demi. Donc moi ça rentre dans la catégorie de temps en temps, je me fais plaisir et je vais, chez le boucher. Ceux qui disent: «Je vais que chez le boucher et tout», c'est bien de te vanter mon garçon, mais tout le monde ne peut pas le faire en fait. Ça sert à rien de faire culpabiliser les gens. Tout le monde ne peut pas aller chercher, parce qu'à 15 €, on a, les dans le commerce, on a 2 boîtes et demie de steak haché surgelé. Donc ça sert à rien de dire aux gens, voilà quoi. Donc effectivement, on s'est fait plaisir, limite j'ai envie de dire comme une bonne pâtisserie quoi, parce que c'est un peu exceptionnel, de la même manière quoi. Et je dis pas que j'ai pas les moyens de m'acheter de la viande ou quoi que ce soit, je suis pas en train de me plaindre de cette façon-là. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui rentre dans le déraisonnable et ça, j'en parlais autour de moi. Il y a des prix où ça devient déraisonnable de se nourrir, à ce prix-là pour un repas. Et moi, une des astuces que je donne aux gens, c'est d'inclure parce que ce qui coûte cher, on est d'accord, hein, c'est les protéines, hein, notamment les protéines animales, et les légumes aussi ont pris, une sacrée tartine. Essayez d'ajouter un peu plus de légumineuses dans votre approche alimentaire. Tout simplement parce que cet ajout de légumineuses dans votre approche alimentaire va gonfler l'apport en protéines, va vous permettre de baisser la part animale et donc du coup d'avoir, des budgets par repas plus restreints. Donc par exemple, au lieu de manger comme moi, comme le gros cochon que j'ai été la semaine dernière, 2 steaks hachés de 150 grammes, dans le repas, et ben, vous pouvez prendre un steak haché avec, l'équivalent de 70-80 grammes de lentilles pesées crues, hein, avant cuisson, pour avoir une bonne dose de protéines, en fait, en répartissant, protéines végétales, protéines animales. Ce qui vous permettra, je vous garantis, de faire baisser la facture parce que les lentilles au kilo, le kilo de lentilles, moi j'avais regardé, vous pouvez l'avoir, très peu cher, en fait, hein. Alors je vais même vous le dire tout de suite parce que je l'avais noté. En fait, je vais vous le dire ici. Moi, je vous ai donné, dans l'article 3 dîners anti-inflation, mais je vous recommande d'aller quand même voir l'article, hein. Ça s'appelle, «Manger des céréales le soir». Enfin, vous le retrouverez sur ma page d'accueil www.fitnessmiss.fr. Donc j'avais donné 3 dîners anti-inflation. Il y en a avec des lentilles, il y en a avec des pois chiches. Alors les lentilles, c'est 4 € le kilo. Faut savoir qu'avec, un paquet de 500 grammes, donc qui vous coûtera à peu près 2 € puisque c'est 4 € le kilo, vous faites à peu près 6 ou 7 portions. Donc c'est quand même assez rentable. Pour les pois chiches, c'est pareil, c'est 3,14 € le kilo. Donc vous divisez par 2 si vous achetez un pot de 500 grammes, hein, et vous faites à peu près le même nombre de portions. Donc il y a quand même des alternatives pas chères. Après, il faut accepter de pas les acheter en boîte et de les laisser tremper ou de les faire à l'autocuiseur. Bon, il y en a certains que je fais à l'autocuiseur, voilà, je me prends pas la tête, je fais même pas tremper, il y a des façons sans faire tremper à l'autocuiseur qui marchent plutôt bien. C'est relativement digeste. Je les rince bien à l'eau froide avant, hein, pour essayer d'enlever le maximum de choses, mais c'est pas pareil que le trempage, hein. Il y en a qui diront les antinutriments et tout, mais moi ça va, ça passe, si je le fais comme ça. Hem Autre chose, petite autre astuce que je vous donne avant de passer au sujet suivant, c'est une des méthodes aussi pour les protéines, surtout si vous avez du mal à manger des protéines, le goût, ne passe pas, de blanc de poulet, vous en avez marre, ou dans la famille, vous n'arrivez pas à faire à manger des escalopes de poulet et tout, faites des pains de viande. Les pains de viande, donc moi là par exemple, il y en a un qui est en train de chauffer, enfin d'être préparé, j'en ai déjà fait un la semaine dernière. Je fais du pain de viande de volaille, donc volaille, carottes, thym, qu'est-ce que je mets dedans? Du laurier, qu'est-ce que je mets dedans encore? Bon, de la muscade, du gingembre, pas mal d'épices en fait, hein.
puisque c'est ça un peu le secret. Et après, bon voilà, vous faites un gros pain de viande avec ça, vous coupez des tranches froides, vous achetez du coulis de tomate. Coulis de tomate non transformé, sucré, salé et tout, hein, brut, hein, que de la tomate en coulis, que vous faites chauffer avec un peu de basilic. Et vous tranchez une tranche de pain de viande froide, donc cuite mais froide, donc dans un moule à cake là, vous savez, et vous mettez cette sauce chaude au basilic par-dessus, et je vous garantis que là, le goût du poulet va changer. Voilà. Bon, on continue sur le sujet suivant. Donc, beauté et nutrition, un lien entre les glucides raffinés et le niveau d'attractivité physique. Donc j'adore ce genre d'article parce que c'est des articles. En plus, c'est un article qui a été fait à l'université de Montpellier, donc je soutiens ma région et la ville dans laquelle j'habite. Donc selon cette étude de l'université de Montpellier publiée dans Science Daily, votre assiette influencerait comment on vous perçoit. Donc cette recherche révèle un lien statistique entre la consommation de glucides raffinés et j'en chope le hockey. L'attractivité faciale. Évaluée par des volontaires hétérosexuels du sexe opposé, les participants ont été soumis à un petit déjeuner à index glycémique élevé, riche en glucides raffinés, et leur attractivité a été jugée sur des photos prises 2 heures après. Résultat, un petit déjeuner haut en glucides serait associé à une baisse de l'attractivité. Cette étude, qui contrôle divers facteurs comme l'âge perçu ou l'IMC, suggère une influence directe de notre alimentation sur la perception sociale. Alors avant de craquer pour ce croissant, pensez à l'impact de votre choix, non seulement sur votre santé, mais aussi sur votre charisme. Pensez aussi aux céréales sucrées, puisqu'on en parlait juste avant. Euh, mais pensez à un truc tout bête. Situation fréquente. Vous êtes célibataire, homme ou femme, et vous avez envie de séduire votre collègue de travail, l'étudiant ou l'étudiante à côté de vous. Bon, c'est pas pour faire la meilleure impression possible, ou même vous avez un entretien d'embauche et vous avez envie d'être sous votre meilleur profil, même si on sait qu'on ne se fait pas embaucher au physique, on est d'accord qu'on s'enlève tous les crottes d'œil et on essaye de se peigner un petit peu avant un entretien d'embauche. Donc la morale dit une chose, la réalité une autre. C'est pas intéressant de prendre des glucides à IG élevé dès le matin. Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre faciès? J'en sais rien. Peut-être que vous faites de la rétention d'eau, peut-être que ça enlève, vous prenez moins bien la lumière, peu importe. Mais en tout cas, les IG élevés, c'est pas bon pour la gueule. Alors, faudrait interviewer Margot Robbie, Brad Pitt, je sais pas qui c'est qu'il y a de George Clooney, comment elle s'appelle déjà cette actrice là du James Bond là qui sortait de l'eau, qui a fait Catwoman, Halle Berry, Jessica Alba. J'ai regardé un film avec une actrice que je trouve très jolie, avec peu de personnes aiment, Laura Dern, qui joue dans Jurassic Park. J'adore cette actrice. Et une autre, mais je pense qu'elle est plus largement trouvée jolie par les gens. C'est Gemma Arterton, je crois. Encore une référence à James Bond, puisqu'elle a fait une petite apparition dans, comment il s'appelle déjà celui-là, Quantum of Solace. Donc, bon, voilà, j'ai donné. Il faudrait demander à tous ces gens s'ils mangent des glucides. Parce que ils ont un niveau d'attractivité, pour moi en tout cas, hein, puisque les goûts sont subjectifs. Mais bon, il faudrait voir si ces gens-là en mangent, et s'ils en mangent pas, ils seraient encore plus diaboliquement séduisants, en fait. Bref. J'adore ce genre d'article. J'adore ce genre d'article parce que ça montre bien à quel point on a beau, quand on enlève le sparadrap de morale de nos vies, on voit qu'il y a des études qui sont faites pour voir le niveau d'attractivité faciale lié à l'alimentation. Et moi, j'adore ça, en fait. Et ce qui montrerait peut-être, si c'est vraiment soumis à des instincts, que peut-être que ça montrerait qu'on se nourrit mal, en fait, qu'on a un mauvais patrimoine, ou que ça met des signes de mauvaise santé sur la tête, quoi. Et mauvaise santé, on sait que mauvaise santé perçue, c'est des mauvais gènes chez le sexe opposé pour la reproduction. Donc, passons notre chemin, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'ai regardé un film ce week-end. Non, c'est le week-end dernier.
où il parlait de gènes et de reproduction avec, Ricky Gervais, où il invente le mensonge dans ce film. Peut-être que vous aurez je crois que c'est l'invention du mensonge, donc The Invention of Lying, un truc comme ça, qui m'a fait rire, quoi, parce qu'il y a une partie là-dessus avec Jennifer Garner d'ailleurs qui est assez sympa. Vous voyez que je suis un peu cinéphile, hein, j'aime bien regarder, des films, qui datent pas d'aujourd'hui, quoi. Bref, une semaine de travail debout, quel est mon retour? Donc ceux qui sont VIP le savent, je me suis fabriqué un bureau debout. Donc si vous avez raté l'email où je le partage, allez voir, hein, et allez voir vos spams également parce que parfois ça bascule en spam. Quand vous envoyez des emails comme ça en masse à beaucoup d'abonnés, bah, il y a une partie qui part en spam, c'est un peu la règle du jeu, donc si vous n'êtes pas content de recevoir les emails, désabonnez-vous des emails. Il y a un petit bouton en bas de chaque email. Mais si vous le recevez pas, c'est peut-être parce que à cause de certains qui m'ont mis en spam parce que ils ont eu la flemme de se désabonner, bah, vous recevez pas les emails. Donc sympa la solidarité. Donc surtout que ce sont des emails où je prends mon temps à chaque fois pour les rédiger. C'est comme un petit journal que vous avez chaque semaine pour avoir des astuces, pour avoir, les dernières news de la science, que je trouve intéressantes et cetera. Donc alors oui, c'est réservé aux VIP, mais c'est quand même intéressant. Heu je vous avais montré comment j'avais fabriqué ce bureau debout. Qui m'avait coûté que dalle quasiment, hein, puisque c'est du bois et tout ça. Parce que moi, j'avais pas envie d'acheter un bureau. Je crois que les premiers prix, ça démarre dans les 400 balles pour avoir quelque chose de sérieux avec le plateau et tout qui monte et qui descend. Le problème, c'est qu'ils sont moches les bureaux, quoi. Moi, j'ai un super bureau en bois que je me suis acheté il y a 12-13 ans. C'est du massif. J'avais mis le prix à l'époque. C'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir un bureau massif comme ça. Heu, D'ailleurs, le chat avait fait ses griffes dessus, ça lui a donné un cachet, un peu particulier et c'était hors de question pour moi de le bazarder comme ça, pour acheter un truc immonde, qui monte et qui descend certes, mais qui soit pas joli. Donc j'avais diverses idées pour essayer de le recycler en gardant mon plateau, en achetant juste des comment dire? Ah mince, j'ai plus des équerres, voilà, dessous, mais bon, le plateau, il pèse tellement lourd que je me suis dit: «Je vais arracher le placo, même avec des grandes équerres, faut trouver une autre solution» et j'avais envie aussi de conserver quand même cette approche assise. J'avais pas envie d'être exclusivement debout et j'avais pas envie que quand je sois debout, d'être sur une chaise, de bar, voilà, pour travailler parce que je trouve qu'on a la position n'est pas terrible. Donc moi, j'ai une chaise, vous savez, ces chaises ergonomiques là, où on est à moitié sur les genoux, à moitié sur les fesses, qui peuvent se régler d'ailleurs. J'en avais également parlé dans une newsletter VIP, encore une fois. Donc j'aime bien alterner entre cette position, la position debout. Mais bon, la semaine dernière, j'ai travaillé exclusivement debout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour l'instant, les matinées, hein. Je tiens pas à me dégoûter, et d'ailleurs je vous recommande si vous changez de chaise de bureau, que vous prenez par exemple, vous voulez, travailler sur un ballon de gym, assis sur un ballon de gym ou sur une chaise comme j'ai orthopédique là, je sais pas si on dit orthopédique ou je sais plus comment on appelle ça, mais bon bref. Allez-y par, petites tranches de temps au début. Parce que sinon c'est en fait le mouvement comme ça ou le changement de posture est inconfortable et on a tendance à se dégoûter si on veut passer direct la journée. Donc commencez par 1 heure, puis une demi, matinée, puis une matinée et cetera. Moi donc, je passe mes matinées assez facilement debout et j'ai remarqué, 4 choses, heu, qui ont vraiment changé, la donne par rapport au travail assis. La première chose, c'est qu'il y a moins de flânerie. C'est-à-dire que quand on a un travail assis, on est en position relaxe, donc ouah, on peut se perdre un petit peu à lire un article qui n'a pas trop de lien avec notre travail ou quelque chose comme ça. Parce qu'on est assis et qu'on est en position relaxe. Quand on est en position debout, j'ai remarqué qu'on va à l'essentiel, ça bosse. Ça bosse dur, donc la procrastination, j'ai remarqué qu'elle était moins là. C'est-à-dire qu'on a, voilà, il y a une forme d'effort qui est fait, pardon, une forme d'effort, un effort qui est fait. Donc on n'a pas envie de perdre son temps, quoi. Faut savoir une chose, c'est que le travail debout brûle plus de calories. Votre thermogénèse, elle est légèrement plus élevée, donc votre bilan en fin de journée est bien meilleur. Alors bien meilleur, c'est pas énorme, hein, je crois, c'est de l'ordre c'est moins de 100 calories, hein, mais quand même, rapporté à la semaine, aux années et tout, je crois que sur un an, c'était 2,5 kilos en moins par rapport à des gens qui travaillaient debout.
qui travaillaient assis par rapport à des gens qui travaillaient debout. Mais c'est également le retour veineux, et cetera, qui est mieux. Au niveau du système cardiovasculaire, d'être debout, c'est mieux. Pareil pour la posture, le dos et tout, ça reste mieux, quoi. Donc moins de flânerie, plus, de productivité, j'ai nommé. Plus efficace en tout cas. Il y a moins de perte de temps entre les choses que je peux faire. Là, par exemple, ça fait 2 podcasts, vous m'écoutez et je les fais debout, mes podcasts, ils sont pas assis. Heu, 2e point, un point intéressant et celui-là, je l'avais pas vu venir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une vie avant le fitness, une vie professionnelle riche où, j'ai fait des métiers, divers et variés, dont un où je faisais de la surveillance, dans les tribunaux. Donc, j'étais à l'entrée des tribunaux, dans un tribunal de grande instance, où je passais la friteuse et je faisais passer les détecteurs de métaux, aux extérieurs qui venaient en procès. Donc, c'était un travail de sécurité intérieure, privé, et j'étais, voilà, debout toute la journée. Et quand je dis debout toute la journée, c'est, je prenais mon service à 8h, je le quittais à 13h, je mangeais en 45 minutes, puis j'y retournais jusqu'à 17-18h. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps debout. Debout, 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 debout et en statique. Je peux vous garantir que ce qui se passe quand vous vous asseyez à votre pause déjeuner, c'est une libération d'endorphines, XXL. Un petit peu comme celle que vous pouvez ressentir après le sport ou après avoir mangé des piments, très relevés. Hem Et ça, c'est quelque chose, auquel je m'attendais pas. Je m'attendais plus, en fait, j'avais oublié ça et c'est vrai que c'est relativement appréciable de retrouver sa chaise pour déjeuner le midi. Alors moi, c'est pas tout de suite ma chaise pour déjeuner parce que je fais, 10 minutes de méditation avant de manger. C'est un rituel que je m'impose, depuis quelques années maintenant et je trouve que ça j'aime faire ça, j'aime méditer. J'ai appris à aimer ça. Ça permet de faire une bonne petite coupure. J'ai 2 coupures, en fait, moi, dans mon travail. J'ai la première, c'est la méditation avant de déjeuner le midi et la deuxième, c'est mon sport à la fin d'après-midi, après mon après-midi de travail. Je fais mon sport, ce qui me permet de créer un sas entre, vie professionnelle et vie privée. Et donc, cette libération d'endorphines, elle est hyper appréciable. C'est-à-dire que de vraiment réapprécier s'asseoir, c'est quelque chose, de ben voilà, ça retrouve de la saveur, quoi. 3e point hyper important, que j'ai trouvé, moi, c'est du sens par rapport à mes valeurs. C'est-à-dire que ça faisait pas mal de temps, d'années même, où, je me plaignais, que ça soit à ma compagne, à mes amis et tout. Je disais, mais même, à vous dans les podcasts, ça m'énervait en fait, que mon travail et que la position de mon travail, c'est-à-dire que j'ai un travail d'écriture, 90% de mon travail, c'est de l'écriture. J'écris, j'adore écrire et donc je suis assis, hein, comme, les auteurs, comme les écrivains, comme tous ceux qui rédigent, des journalistes et tout, on est assis. Et sauf que mes valeurs profondes, c'est, le mouvement, la santé et tout ça. Donc j'ai aussi des valeurs de créativité, mais j'ai aussi des valeurs de forme physique. Et donc il y avait une contradiction dans les valeurs. C'est-à-dire que, hem, ça me dérangeait vraiment beaucoup de passer mes journées assis. Alors certes, j'avais du sport, certes, j'avais de la marche, dans la nature et tout, mais j'avais aussi, cette posture assise. Et donc, je savais très bien que depuis un certain temps, il y avait ces bureaux debout qui existaient, que c'était bien. Il y en a même qui arrivent à marcher sur des tapis, en bossant. Moi, j'en suis pas encore là. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais j'ai du mal à être précis, sur de l'écriture. Je sais pas comment on fait. Enfin, il faudrait que je teste, mais bon, pour l'instant, j'ai du mal à y croire. Et comment dire? Il y a ce sens retrouvé des valeurs. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus aligné avec mes valeurs et quand on est plus aligné avec ses valeurs, tout fonctionne mieux, en fait. Votre esprit fonctionne mieux. Vous savez quand, c'est un peu comme les mensonges. Les mensonges, quand vous avez un mensonge, un truc que vous voulez pas dire, alors je dis pas le gros mensonge, vous avez trompé votre femme, votre mari ou je sais pas, des trucs, lourds à porter, mais des petits trucs. Comme par exemple, vous avez, le cadeau de votre chérie qui est arrivé dans la boîte aux lettres et on vous dit, «Tiens, c'est quoi qui est arrivé dans la boîte aux lettres là, que tu allais chercher?» et vous devez trouver un truc et pas vous faire prendre quoi, pas vous faire gauler. «Oh, c'est, une bombe anti-crevaison, pour la bagnole, parce que je voulais en avoir une dans le coffre». On sent que ça sent le vécu, hein, quand je dis ça et donc ces petits mensonges-là,
ces micro-mensonges, hem, ils sont difficiles à tenir. Difficiles, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça demande un certain effort, puisque il doit y avoir une anticipation non naturelle des discussions, en fait. Dès que ça va tourner autour de ce sujet-là, il va falloir anticiper. Ma femme est très, très forte pour ça d'ailleurs, hein. Elle est je devrais lui donner un Oscar pour ça à chaque fois. Des fois, je la vois faire en temps réel. Je dis: «Mais franchement, c'est abusé, quoi». Mais chapeau, quoi. Et d'ailleurs, je devrais peut-être me méfier. Bref. Et donc, ce qui ça use, en fait, de quand vous avez un petit mensonge à cacher comme ça, c'est usant. Et quand c'est usant, c'est pas bon parce que vous arrivez avec une volonté, un niveau d'énergie beaucoup plus bas, dans votre vie de tous les jours. C'est pas bon. On a envie tous de vivre, comme on dit, faut être en accord avec soi-même, des trucs un peu à la con de développement personnel. Ouais, faut être aligné avec, ce qu'on si on a des tas de trucs, où, notre inconscient, notre conscient, nos désirs profonds et nos valeurs nous disent, «Faut aller au nord» et nous, en fait, on va au sud, il y a une forme de résistance, d'inconfort et d'anxiété qui peuvent s'installer, quoi. Et donc, c'est ça, aller dans le sens de ses valeurs, c'est, de faire péter les freins, d'aller dans le sens de ses valeurs, tout simplement. Voilà. Réveil plus, rapide, donc c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Alors moi, je suis quelqu'un qui alors je sais pas si on peut dire qui souffre, mais j'ai un sommeil de plomb. Moi, j'ai tendance à aller assez fortement dans le sommeil paradoxal, donc c'est-à-dire que je rêve, sans problème, je me souviens de mes rêves et tout. Des rêves hyper prenants, hyper bon, voilà. Je j'ai pas de problème à aller en sommeil, ultra alors profond, c'est autre chose, c'est pas le sommeil paradoxal, le sommeil profond. J'ai pas de problème à aller profondément dans le sommeil paradoxal. Mais après le sommeil profond, c'est différent parce que ça, on a moins de façons de le détecter, hormis, des tests, avec du biofeedback, quoi. Et quand on va souvent dans le sommeil paradoxal d'une manière assez intense, on peut souffrir de ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. L'inertie du sommeil, c'est d'avoir la tête dans le cul, en fait, hein, pour dire les choses simplement. Le fait d'avoir du mal à émerger. Alors certains confondent ça avec, une nuit de mauvaise qualité. C'est pas forcément le cas, hein, ça peut être tout simplement de l'inertie du sommeil. La nuit de mauvaise qualité, c'est justement cette tête, dans le fion, au réveil, mais qui a du mal à disparaître. Il y a une fatigue qui reste durant la journée, on a une mauvaise qualité d'éveil durant la journée. Ce qui n'est pas le cas de l'inertie du sommeil, qui est juste en fait une période où on est un peu vaseux et puis au fur et à mesure de la journée, comme un gros diesel, une fois qu'il est bien chaud, tout le couple est là et le moteur me tourne bien, quoi. Là, c'est la même chose pour moi. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'une petite période. Je ne sais pas être hyper efficace, hyper explosif dès le matin. Eh ben, j'ai remarqué que le travail debout me permet de réduire cette inertie du sommeil, donc d'être beaucoup plus rapidement dans un entrain, du travail. Voilà. Donc c'est les 4 choses que j'ai remarquées en une semaine de temps de travail debout, uniquement en travaillant debout le matin. Donc voilà, c'était pour moi important de vous le partager, parce que j'aurais aimé avoir ce genre de retour dans un podcast et voilà. Donc, si vous avez envie de stopper les crises de boulimie ou d'hyperphagie, il faut savoir que l'hyperphagie boulimique, c'est un trouble du comportement alimentaire nécessitant l'intervention de professionnels, hein. Ça reste un trouble, lié aux émotions, à la psychologie de la personne. Il existe des solutions complémentaires pour aider à comprendre, et à diminuer les crises, donc en parallèle des traitements avec les professionnels de santé. Donc déjà, une des premières choses, c'est d'être capable de faire une distinction, par exemple, entre un écart alimentaire et un excès alimentaire. Un écart alimentaire, ça va être, par exemple, vous avez envie de vous faire une tartoche de Nutella, en pleine semaine alors que vous suivez votre diète, c'est un écart. Par contre, si vous envoyez 5 tartines de Nutella au petit déjeuner, c'est un excès. Donc l'écart, il y a pas de problème, tout le monde fait des écarts. Moi le premier, j'aime bien de temps en temps sortir, d'une forme de rigidité nutritionnelle pour justement pas tomber dans une rigidité, mais dans une flexibilité. Alors je vous parle pas du régime flexible où on mange n'importe quoi du moment que ça rentre dans les macros, je vous parle d'un régime sain où on s'autorise un croissant de temps en temps, où on s'autorise, ce qu'on a envie de manger en fait. On s'autorise à être invité par ses amis, à manger ce qu'il y a sur la table. Bref, une vie normale, tout simplement.
Et ça, il faut être capable de faire la différence entre des excès, de manger la pizza entière, et un écart de manger, à sa faim un morceau de pizza. Donc c'est important de faire cette différence-là. Mais après, il faut savoir aussi gérer ses émotions sans se tourner vers l'alimentation compulsive. Donc c'est un des piliers pour éviter les dérapages. Parce que si à chaque fois que vous avez une émotion désagréable, vous vous tournez vers, de l'alimentation, et c'est très rarement de toute façon l'alimentation émotionnelle, on sait très bien de quoi elle est constituée, elle n'est pas constituée d'aliments comme, les haricots verts ou les brocolis. C'est pas de l'émotionnel là, là c'est autre chose. Une alimentation pour, combler, de la joie excessive ou de la tristesse excessive ou toute autre émotion forte, ça va être souvent très gras, très sucré, très salé. Donc le top 10, ça va être, enfin je vais pas le top 10, on va dire le top 5, ça va être pizza, glace, chips, donc là j'en ai 3, fast food 4, et on va dire chocolat 5. Voilà. Donc si vous avez envie de travailler pour augmenter cette flexibilité justement, pour être capable de manger sainement et de temps en temps vous autoriser des choses, mais sans sortir de votre diète, c'est-à-dire de continuer à perdre du poids, rester en forme avec vos abdos, tout ça, eh ben c'est très facile. Vous allez voir le lien que je vous ai filé en note de cet épisode. Donc ça s'appelle Stopper les crises de boulimie ou d'hyperphagie. Donc quelques outils pratiques là, et vous aurez justement tout ce qu'il faut savoir de ce côté-là, au niveau de cette fameuse flexibilité psychologique. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Aujourd'hui, on fête les Justines. Là, j'ai les fêtes sous les yeux, donc je vous les donne, Justine et Paul. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi Paul, P-O-L, je savais pas que c'était un prénom. C'est pour ça que je dis avec Paul comme ça me fait... Bon, il y en a peut-être qui s'appellent Paul comme ça. S'il y en a qui m'écoutent, manifestez-vous en commentaire. Bref, je vous renvoie vers tous les liens. Si vous avez envie d'approfondir un des sujets de cet épisode, je vous ai mis tous les liens dans les notes. Allez voir vos emails également, y compris vos spams, pour retrouver mes contenus. Et sinon, on se retrouve pour la partie stopper les crises de boulimie tout de suite en vidéo. Allez, bonne semaine à toutes et à tous.